cache, j'ai accepté tout le monde. OK. Donc, on souhaite disposer d'une hiérarchie de classes permettant, c'est une introduction aux classes abstraites. Donc, par exemple, si on souhaite disposer... ماذا ولكن بارطاجيها. pardon, non. D'accord. Alors, l'écran est partagé. D'accord. بصح الميكروفون راح للجنب. Non. باش نسمعوا مليح مادام تخرفيش. Ah bon. مادام. Attendez. Et maintenant, vous m'entendez bien? Oui. Hein? Oui, oui, مادام. D'accord. مادام. Ok. Alors. Madame, je pense que vous avez un petit problème avec le microphone. Avec le microphone? Oui, madame, le son n'est pas du tout clair. Non, je pense avec Google Meet parce qu'une fois je partage l'écran, le son il est, je sais pas. هكذا راكم تسمعوا فيا مليح. Ah oui, maintenant ça va. Oui, parce que qui dit le partage de l'intégralité de l'écran, le son راح, ou qui dit seulement le partage de PowerPoint, ça ورجع. Je ne sais pas, est-ce que au niveau de Google Meet ou là au niveau de mon microphone qui m'a قلت. لا مانيش عارفة. L'essentiel ces jours-là, راهو عندي problème بزاف في les séances هكذا. Donc ça va. OK. Mais là le problème c'est partager l'intégralité de l'écran. D'accord. Alors je vais commencer. Alors on termine notre chapitre et on va commencer maintenant les classes abstraites. Donc, comme introduction, donc si on souhaite disposer une hiérarchie de classes permettant de manipuler des figures géométriques, on veut qu'il soit toujours possible d'étendre la hiérarchie en décrivant de nouvelles classes, c'est-à-dire des classes filles. Mais on souhaite pouvoir imposer que ces dernières dispose toujours des méthodes suivantes. C'est-à-dire que on a une classe mère qui s'appelle figure. La classe mère contient ces deux méthodes, void affiché, void rotation avec argument anglais. D'accord? Et on souhaite créer des classes filles. D'accord? Et on garde toujours ces deux méthodes-là dans les classes filles. Alors, c'est quoi une classe abstraite? Donc, une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée. Une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être instanciée. C'est-à-dire, on ne peut pas créer des objets à partir de cette classe abstraite. Elle ne peut servir que de classe de base pour être dérivée. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est un modèle de classe de base. D'accord? Et
elle peut servir que de classe de base pour être une classe dérivée. Donc, voici comment on déclare une classe abstraite. Donc, nous avons abstract class, abstract, donc nous avons le mot-clé abstract, ensuite le mot-clé classe et le nom de la classe. Ensuite, on a le programme de notre classe A. Donc, dans une classe abstraite, on trouve des méthodes et des champs. Donc, dans une classe abstraite, on trouve normal, des attributs et des méthodes. Mais aussi des méthodes dites abstraites. C'est-à-dire, dans une classe abstraite, on peut trouver des attributs, des méthodes d'une manière normale et aussi des méthodes abstraites. On va voir, ça veut dire quoi, une méthode abstraite. C'est-à-dire des méthodes dont on fournit uniquement la signature. Donc, une méthode abstraite ou bien les méthodes abstraites se trouvent dans des classes abstraites, d'accord? C'est quoi une méthode abstraite? Donc, c'est une méthode ou bien ce sont des méthodes dont on fournit uniquement leur signature. Donc, le type de retour, le nom et la liste des arguments sans créer le comportement des méthodes. Par exemple, donc nous avons la classe A. C'est une classe abstracte, donc abstract et classe A. Et nous avons deux méthodes dedans. Donc, public void f, donc c'est une méthode normale, d'accord, où la méthode, elle s'appelle f, elle n'a pas de liste d'arguments, elle ne retourne rien et elle est publique. Et nous avons ici le comportement de la méthode f dans la classe A. Par contre, la méthode G, c'est une méthode abstracte. Pourquoi? Parce qu'on a défini seulement la signature, comme vous le voyez ici. On n'a pas le corps ou bien le comportement de la méthode G. Donc, G, c'est une méthode abstraite qui se trouve dans la classe A. D'accord? Regardez, nous avons public et le mot-clé abstract, c'est-à-dire que la méthode G, elle est abstraite, elle ne retourne rien et elle possède N comme argument. Et bien sûr, on n'a pas le comportement de la méthode G. Pourquoi? Parce qu'elle est abstraite. Mais quelle est l'utilité Pardon? de la méthode abstraite? Quelle est l'utilité de la méthode? L'utilité est que, par exemple ici, nous avons une classe figure. D'accord? Une classe figure, c'est une classe mère. Ici, par exemple, on définit les méthodes abstraites. Par exemple, afficher. C'est-à-dire que je donne seulement la signature de afficher. Ensuite, nous avons des classes filles qui irritent la classe figure. Par exemple, rectangle, cercle, ainsi de suite. Dans les classes filles, maintenant, je définis le comportement de la méthode affichée selon les classes filles. C'est-à-dire, j'affiche, c'est-à-dire le comportement de afficher de la classe rectangle se diffère par rapport au comportement d'affichage de la classe cercle, ainsi de suite. Si vous voulez, je généralise dans figure les méthodes abstraites, c'est-à-dire les méthodes qui vont être utilisées dans les classes filles. Je donne seulement la signature et dans la classe fille, je donne le comportement de chaque méthode. Est-ce que c'est clair? Oui. Madame, vous pouvez accepter Oui. C'est bon, j'ai accepté. D'accord? Alors, une classe qui comporte une ou plusieurs méthodes abstraites est abstraite. Donc, chaque classe contient au moins une méthode abstraite, donc elle est forcément une classe abstraite. Même si on n'indique pas le mot-clé abstract à sa déclaration. C'est-à-dire que, regardez ici, dans la classe A, j'ai au moins une méthode qui est abstraite. Alors, la classe A est obligatoirement abstraite, même si je ne déclare pas ce mot-clé. C'est-à-dire,
Par exemple, classe A. Ensuite, dans classe A, j'ai une méthode abstraite. Donc, A, elle est abstraite, même si on n'a pas le mot-clé abstraite. Donc, une classe qui comporte une ou plusieurs méthodes abstraites est abstraite, même si on n'indique pas le mot-clé abstract à sa déclaration. Et de ce fait, elle ne sera pas instantiable, c'est-à-dire ne comporte pas de constructeur. Donc, les classes abstraites ne sont pas instantiables. Donc, on ne peut pas créer des objets à partir d'une classe abstraite, mais seulement on peut irriter cette classe abstraite. Donc, une méthode abstraite doit obligatoirement être déclarée publique. Donc, une méthode abstraite doit obligatoirement être publique puisqu'elle est destinée à être redéfinie dans une classe dérivée. Donc, le rôle d'une méthode abstraite, c'est la redéfinition dans des classes dérivées. Donc, elle doit être obligatoirement publique. Une classe dérivée d'une classe... Pardon? Protected. Non, elle doit être déclarée comme public. Ok, merci. D'accord? Ok. Donc, une classe dérivée d'une classe abstracte n'est pas obligée de redéfinir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base. C'est-à-dire que, par exemple, dans la classe A, j'ai deux méthodes qui sont abstraites. Dans les classes dérivées, par exemple, le rectangle, rectangle n'est pas obligé de redéfinir les deux méthodes abstraites. D'accord? Par exemple, dans classe A, j'ai deux méthodes abstraites. Dans rectangle, je peux redéfinir seulement une seule méthode. Donc, une classe dérivée d'une classe abstracte n'est pas obligée de redéfinir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base et peut même non redéfinir aucune et restera abstraite elle-même. Donc, une classe dérivée peut ne pas, par exemple, si j'ai deux méthodes abstraites ici, dans la classe rectangle, dans la classe figure. Alors, dans la classe dérivée rectangle, je peux ne pas avoir ces méthodes-là comme des méthodes redéfinies, d'accord? Et donc, la classe phi restera une classe abstraite. Donc, une classe dérivée d'une classe non abstraite peut être déclarée abstraite, d'accord? Ou bien contenir des méthodes abstraites. Donc, c'est une classe abstraite. C'est-à-dire, si j'ai un héritage où la classe phi est dérivée depuis une classe qui n'est pas déclarée abstraite, ou bien elle n'est pas abstraite, c'est-à-dire elle ne possède pas des méthodes abstraites, donc la classe phi peut être une classe abstraite. D'accord? Soit on utilise le mot-clé abstract, soit si on déclare une méthode abstracte dans la classe phi, donc elle devient forcément une classe abstracte. Donc, comme exercice, pour disposer d'une hiérarchie de classes permettant de manipuler des figures géométriques, donc c'est l'exemple de l'introduction. Donc, nous avons une classe figure, d'accord, pour la manipulation des figures géométriques. Il suffit d'appliquer les règles de définition d'une classe abstraite. Donc, on fait quoi? On place les entêtes des méthodes qu'on souhaite voir redéfinies dans les classes dérivées, telles que rectangle, cercle, carré, ainsi de suite, en leur associant le mot-clé abstract. Par exemple, classe figure. Donc, c'est pas obligé de déclarer le mot-clé abstract ici. Pourquoi? Pourquoi pas obligé d'écrire abstract classe figure? Parce que très bien. Parce qu'on a au moins une méthode qui est abstract. Donc, forcément, ma classe est abstract. Donc, ici, nous avons dans la classe abstracte deux méthodes qui sont abstractes. La première méthode de afficher et la première méthode rotation. Maintenant, les classes phi de la hiérarchie de la classe figure seront alors simplement définies comme classes dérivées de figure de la classe figure et elles devront définir les méthodes affichée et rotation.
par exemple. Donc, nous avons classe triangle extend figure, c'est-à-dire j'ai une classe phi qui hérite la classe abstract figure. Maintenant, je vais redéfinir les méthodes abstraites qui se trouvent dans la classe figure. Alors, public void affiché et je donne le comportement d'affichage d'un triangle et public void rotation avec la même signature bien sûr et je donne le comportement de la rotation des triangles. Donc, je garde bien sûr la même signature des méthodes parce qu'on est dans la redéfinition. Donc, je garde le même type de retour, le même nom et la même liste d'arguments. Alors, l'intérêt des classes abstraites, donc les classes abstraites facilitent la conception orientée objet car elles permettent de placer dans une classe toutes les fonctionnalités dont doivent disposer toutes ses descendantes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une famille de classes, d'accord? Je sélectionne les méthodes communes entre cette famille-là et j'aurai une classe abstraite qui représente la classe mère de ses descendantes. Alors, soit sous forme complète de méthodes, c'est-à-dire non abstraites, c'est-à-dire par exemple, on a des méthodes qui sont communes ou bien le comportement des méthodes est commun par rapport aux classes phi. Donc, comme ça, on a une méthode complète dans la classe abstraite et n'est pas une méthode abstraite. Donc, soit sous forme complète de méthodes, c'est-à-dire des méthodes non abstraites, et de champs privés ou non, communs à toutes les classes. Soit sous forme d'interface, on va voir c'est quoi les interfaces, soit sous forme d'interface de méthodes abstraites dont on est sûr qu'elles existent dans toute classe dérivée. C'est-à-dire ici, interface de méthode abstraite, c'est-à-dire, si vous voulez, la signature de la méthode. Donc, j'ai la signature de la méthode, c'est-à-dire, par exemple, j'ai la signature de méthode affichée. Donc, c'est une méthode abstraite dans la classe mère, c'est-à-dire que les classes dérivées peuvent utiliser la classe peuvent utiliser la méthode affichée avec un comportement différent selon le type de la classe phi. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne les classes abstraites? Très bien. Donc, on passe aux interfaces. Oui. Madame, est-ce qu'il faut redéfinir comme les méthodes abstraites? Non, pas forcément de redéfinir toutes les méthodes abstraites qui se trouvent dans la classe mère. Et donc, pourquoi on fait la signature qui m'a sorti? Non, ماشي ما نسحقوهاش، بالك ما تسحقهاش في une classe phi, mais تسحقها في une autre classe phi. Non, donc ça fait كاع les méthodes abstraites يتعاودوا يترديفينهم، ماشي لازم يكونوا في كلاس واحدة. Voilà, oui. Mais non, ماشي لازم, pas obligé. C'est-à-dire, par exemple, il va عندك 3 méthodes abstraites dans la classe mère. Ou عندك, par exemple, 3 classes dérivées. Dans la première classe, tu peux redéfinir toutes les méthodes, les 3 méthodes. Dans la première classe dérivée, par exemple. Dans la deuxième classe, tu peux faire la redéfinition d'une seule méthode abstraite seulement. Ou dans la dernière classe, tu peux faire aucune redéfinition. C'est selon le besoin de chaque classe phi. Est-ce qu'on peut trouver une méthode qui est les machines à définir comme les classes, comme les 3 classes? Non, évidemment, genre, ma cache utilité d'ajouter cette méthode abstraite dans la classe abstraite. On n'a pas une erreur de compilation. Mais le but des méthodes abstraites est que, par exemple, de créer, si vous voulez, un modèle dans la classe mère, qui est une classe abstraite, et de dire que ces classes phi peuvent utiliser ce modèle-là selon des comportements différents.
Est-ce que Ok, c'est madame. clair? C'est bon? C'est bon, monsieur? Oui, madame, merci. Ok, de rien. Alors maintenant, pour les interfaces et implémentation, donc si on considère une classe abstraite n'implémentant aucune méthode et aucun champ, hormis des constantes. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai une classe qui est abstraite et que possède seulement des méthodes abstractes, c'est-à-dire elle n'implémente aucune méthode, c'est-à-dire j'ai seulement les signatures des méthodes. Aussi, je n'ai aucun champ, c'est-à-dire que je n'ai pas des attributs, mais seulement des constants. Alors, je répète, j'ai une classe abstraite où toutes ces méthodes sont des méthodes abstractes et on n'a pas des attributs, mais seulement on a des constants. Maintenant, on parle d'interface. C'est-à-dire, Durka, mahish une classe abstraite, mais une interface. Alors, une interface définit les entêtes d'un certain nombre de méthodes ainsi que des constantes. C'est-à-dire, dans une interface, on trouve quoi? Des attributs constants. Des méthodes des abstraites. abstraites. Très bien. Des méthodes abstractes et des constants. Donc, on n'a pas des attributs. D'accord? Dans une Donc, interface. des attributs finaux, de type final. Oui. Mais on a des constants. Attribut, ça veut dire quoi? Attribut, ça veut dire c'est un variable, si vous voulez. Donc, je donne des valeurs attributs. Donc, j'attribue une valeur à une variable. D'accord? Mais dans une interface, j'ai seulement les constants ainsi que les méthodes qui sont toutes abstractes. Donc, la notion d'interface est plus riche que celle de classe abstraite, c'est-à-dire j'ai d'autres utilités, si vous voulez, ou bien d'autres fonctionnalités dans les interfaces par rapport aux classes abstractes. Donc, une classe peut implémenter plusieurs interfaces. D'accord? Donc, comme tu fais, l'héritage, on n'a pas l'héritage multiple dans les classes. C'est-à-dire, une classe peut hériter d'une seule classe seulement. Par contre, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. D'accord? C'est-à-dire que les classes ont le héritage, hérité, ou les interfaces ont le mot-clé implémenté. OK? Donc, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Alors qu'une classe ne peut dériver que d'une seule classe abstraite. C'est-à-dire que par rapport aux classes abstraites, on garde toujours qu'en Java, on n'a pas la notion d'héritage multiple. C'est-à-dire qu'une classe peut hériter d'une seule classe, que ce soit abstraite ou bien non abstraite. Par contre, en ce qui concerne les interfaces, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Donc, la notion d'interface se superpose à celle de dérivation, d'accord, et ne la remplace pas, d'accord. Donc, on a, si vous voulez, le même principe de dérivation, mais n'est pas vraiment remplacé par la dérivation. Les interfaces peuvent se dériver, c'est-à-dire, par exemple, je peux avoir une interface qui hérite depuis une autre interface. Donc, interface, extend interface. Donc, c'est faisable en Java. On peut utiliser des variables de type interface. Par exemple, i, c'est une interface. Donc, je déclare petit i de type grand I. Alors, on définit une interface comme on définit une classe, d'accord? Donc, normal. Donc, public, au lieu de classe, nous avons le mot-clé interface. Madame, Oui. Madame, si on n'indique pas le mot-clé abstract dans la déclaration de la classe, Hein? Madame, est-ce qu'elle est instanciable? Non, les classes abstraites ne sont pas instanciables.
Donc, soit si tu déclares abstract, ensuite classe et le nom de la classe. C'est-à-dire que cette classe est abstraite. Mais, par exemple, si dire carrément classe A et tu n'utilises pas le mot-clé abstract, malgré que tu as une méthode abstraite dans la classe, donc elle est abstraite et on ne peut pas instancier cette classe. Une fois que tu as une méthode abstraite dans une classe qui n'est pas déclarée abstraite, elle est forcément abstraite et on ne peut pas instancier cette classe-là. Est-ce que c'est bon? D'accord. Ok, d'accord. Donc, on définit une classe comme on définit on définit une méthode, on définit une interface comme on définit une classe et en remplaçant le mot-clé classe par le mot-clé interface. Donc, public au lieu de classe, public interface i. Donc, j'ai une interface qui s'appelle i. Et on garde toujours la même notation, c'est-à-dire les classes ou bien les interfaces commencent par les lettres majuscules. Les méthodes d'une interface sont toutes abstraites, d'accord? Et publiques. Donc, les méthodes d'une interface sont toutes abstraites et publiques. Il n'est donc pas obligatoirement de le mentionner. C'est-à-dire que, regardez par exemple ici, j'ai une interface, public interface i, c'est-à-dire j'ai une interface qui s'appelle i. Regardez, on a dans une interface, on trouve seulement les constants. Constants, c'est-à-dire variable finale. Finale, c'est-à-dire une fois que je donne une valeur à max, qui est 100, elle est pour de bon. Donc, max prend 100 pour de bon. Ce n'est pas, max ne varie pas. Ce n'est pas un variable, mais c'est un constant. Alors, en utilisant le mot-clé final pour dire que max est un constant. Donc, final, int, max est égal à 100. C'est bon? Maintenant, pour les méthodes, les interfaces possèdent seulement des méthodes qui sont abstractes. D'accord. Même si je ne déclare pas ici abstract, mais elle est forcément abstracte. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans une interface. Même chose pour public. Elle est obligatoirement public, même si que je n'écris pas ici public. D'accord? Alors, pour les méthodes des interfaces sont publiques et abstractes sans les mentionner. C'est bon? C'est-à-dire que إذا تديروا par exemple حاجة hors public et abstract, vous aurez une erreur de compilation. Oui. Si par exemple on déclare une classe en étant abstracte avec des attributs constantes et des méthodes abstractes publiques, est-ce que ça sera automatiquement abstract? Non, ça sera une classe abstracte, oui. Donc, une classe abstracte, عندك فيها des constants d'une manière normale ou فيها des méthodes abstractes. C'est une classe abstracte. C'est bon? Oui. D'accord? Donc, une classe, une fois dirigée فيها au moins une méthode abstraite, donc elle devient une classe abstracte forcément, même si tu ne déclares pas qu'elle est abstracte. D'accord? Madame, c'était pas ça ma question. Oui, c'est quoi la question? Je voulais dire, est-ce qu'on pourrait la prendre comme étant interface? Parce qu'on avait dit que l'interface est une classe abstraite avec des attributs. Oui, non, ça il faut mentionner qu'elle est interface. Donc, ne trouvez pas public classe i, ne pas public interface i. D'accord. D'accord? Oui. Donc, regardez, en Java, on a des classes ou on a des interfaces. OK? La différence est que ces interfaces, on a seulement les méthodes abstraites et des constants. On n'a pas des variables. Est-ce que c'est bon? Mais on a le mot-clé interface, c'est-à-dire pour les public interface i, mais pas public classe i. Sinon, elle devient une classe. C'est bon, mademoiselle?
Oui, c'est bon, merci. Ok, de rien. Alors, une classe peut implémenter une interface. D'accord? Donc, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Par exemple, on fait quoi? Donc, l'héritage, qui par exemple, A hérite de B, donc on public class A extends B. Mais au niveau d'interface, on a le mot-clé implement. Donc, class A implements I. Donc, A doit redéfinir les méthodes de I, sinon erreur à la compilation. C'est-à-dire ici, A doit redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface I. Toutes les méthodes, malgré que تخليهم vide. C'est-à-dire que يلو كان تخليهم vide. D'accord? Mais elle doit redéfinir toutes les méthodes. Est-ce que c'est clair? يلو كان دير لهم un comportement vide. C'est-à-dire إذا la classe A ما تسحقش par exemple une certaine méthode qui se trouve dans l'interface I, واش دير la signature ديالها بعد accolade ouvrante et accolade fermante. Est-ce que c'est bon? Mais elle doit redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans une interface I. Donc, une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Par exemple, donc public interface I1, nous avons une méthode F. Public interface I2, nous avons une méthode G. Alors, on peut avoir la classe A implémente I1,I2, c'est-à-dire que A implémente la première interface, la deuxième interface. Alors, A doit redéfinir les deux méthodes obligatoirement, F et G. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Madame, est-ce qu'on peut avoir implement and extend en même classe? Oui. Une classe peut être héritée d'une autre classe et peut être implémentée des interfaces en même temps. Oui. D'accord? Alors, ok. Alors, supposons que la méthode G est présente de deux façons différentes. Par exemple, ici, j'ai la méthode G et j'ai la méthode G, mais de manière différente. C'est-à-dire, il n'y a pas ici la même signature entre G de I1 et G de I2. Donc, supposons que la méthode G est présente de deux façons différentes. Par exemple, G de I1 ne retourne rien et G de I2 retourne un entier. D'accord? Alors, selon vous, est-ce que c'est normal? احنا واش قلنا في les interfaces ici? Regardez, une classe qui implémente une interface, elle doit utiliser ou bien elle doit redéfinir obligatoirement toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Par exemple, ici, عندي par exemple void f. وهنا عندي int f. Dans A, est-ce que c'est correct ou là il y aura une erreur? Il y aura une erreur de compilation. Très bien, pourquoi? On a la même méthode, mais avec une signature différente. Très bien. وهذا يتناقض مع واش؟ Dans une même classe. Pardon, le nom d'une même classe. Dans une même classe. Deux méthodes. Dans une même classe, qu'est-ce qu'on a? Deux méthodes de signature différentes. Donc, c'est faux par rapport à la redéfinition des méthodes. Donc, dans la redéfinition des méthodes, je ne peux pas avoir une méthode avec le même nom, mais avec une signature différente ou bien le type de retour qui est différent. Donc, on aura ici une erreur de compilation. C'est bon? Donc, par exemple, si on a classe A implements I1 et I2, donc erreur car void G et int G ne peuvent pas
coexister au sein de la même classe d'après les règles de la redéfinition. Donc, regardez ici, si vous voulez, je redéfinis G, mais j'ai le type de retour de G qui est différent. Donc, on aura une erreur de compilation. Il est possible de définir des variables de type interface. Donc, je peux créer des objets, si vous voulez, de type interface. Par exemple, j'ai l'interface I, donc public interface I, d'accord? Je peux déclarer petit i de type I. Donc, I, petit i, c'est-à-dire que I est une référence à un objet d'une classe qui implémente cette interface I. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne la déclaration des objets de type I? C'est bon? Donc, I, c'est une référence à un objet d'une classe. Mais c'est une référence à un objet d'une interface, oui. Madame, il te dit que les classes abstraites ne peuvent pas être instantielles. Donc, on ne peut pas créer des objets. هذه interface ماشي classe abstraite. D'accord. OK. هذه c'est une interface ماشي classe abstraite. D'accord? Est-ce que c'est bon, monsieur? Oui, madame, c'est bon. خلاص كملنا les classes abstractes donc رانا في les interfaces. Donc pardon, c'est eux ici hein. Alors, je ne peux pas modifier. Donc, lorsque je déclare une variable de type I, d'accord, c'est-à-dire la variable, c'est une référence à un objet d'une classe qui implémente l'interface I. Donc, I, c'est un objet vers une référence de n'importe quelle classe qui implémente l'interface I. Par exemple, regardez ici. Classe A implémente I. I, c'est quoi? Le classe mère. Classe mère. Non, le I, c'est une interface. Mais chez classe mère, regardez, un des implements. كي تكون هنايا اذا is une classe mère donc ici ما عنديش implements عندي extents. صاقدة ماشي تكون كلاس مير تاع A. Non, c'est pas une classe mère, c'est une interface. ماهيش classe, interface. معناتها interface واش معناتها interface؟ في interface معناتها عندي غير les constants و les méthodes abstraites ماهيش classe. Est-ce que c'est bon? Mais c'est comme les classes comme extend. Oui. Car on peut utiliser la notion. On peut l'utiliser, oui. Mais chez Kamel, par exemple, l'héritage. Dans les interfaces, il y a un héritage multiple. C'est-à-dire que classe A implémente I1 et I2. D'accord? Par contre, les classes, on peut dire classe A extends A et par exemple, classe A extends B et C. C'est faux en Java. On ne peut pas hériter ou bien on n'a pas la notion d'héritage multiple dans les classes. Par contre, on a le mot-clé implement, c'est-à-dire que I, c'est une interface, mais c'est une classe. Tu m'as dit implement ou m'as dit extend? Pardon? نقدروا نديروا implement I. Oui, en Java, oui, une classe peut hériter d'une autre classe et peut implémenter des interfaces en même temps. D'accord? Une classe en Java peut hériter d'une classe mère et implémenter une ou plusieurs interfaces en même temps. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Alors, classe A implémente I, c'est-à-dire que I, c'est une interface. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? I. Cette l'instruction permet de quoi? Déclarer I. Et I représente quoi? Un interface référencée à A. Mais un interface.
une référence à un objet de classe. D'accord? الصغيرة هذه ماشي معناتها une interface. معناتها un objet, d'accord, qui est référencé à une classe qui implémente l'interface I. اللي هي A. اللي هي وشنو؟ A. اللي هي A. Voilà. Donc, l'objet I هذا, il est de type A. Voilà. C'est bon? Donc, I petit i, maintenant, est égal à new A. C'est-à-dire, maintenant, je vais faire quoi? Création. Création de quoi? D'un objet. Un objet de type la classe A. De quel type? A. Et qui implémente? L'interface I. Très bien. C'est bien ça. Très bien. Alors, le mot-clé implement est une garantie de la part d'une classe d'implémenter toutes les méthodes proposées dans une interface. C'est-à-dire que si j'ai une classe qui implémente une interface, elle doit redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Elle est totalement indépendante de l'héritage. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a ici presque la notion de l'héritage, mais chez la notion de l'héritage à 100%. Donc, une classe dérivée peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Comme exemple, donc nous avons interface I, nous avons deux méthodes F et G, nous avons une classe A. Regardez, classe B extends A et implémente I. C'est-à-dire, la classe B hérite de la classe A et implémente l'interface I. D'accord? Alors, en ce qui concerne F et G, qui se trouvent dans l'interface I, doivent être soit déjà définis dans A, soit définis dans B. C'est-à-dire, par exemple, j'ai l'interface I et j'ai la classe A. Et dans la classe A, par exemple, j'ai la définition de la méthode F. Ensuite, la classe B, je redéfinis seulement la méthode G. Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que B possède la définition de G et elle va hériter la définition de F depuis la classe A. Donc, elle a implémenté toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface I. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Un autre exemple, nous avons une interface I1, une interface I2, la classe A qui implémente seulement la première interface. Alors, la classe B extends A et implémente I2. Où je la classe B, elle implémente quoi? Le I2. Le I2 et le I1. Et le I1. D'accord? Alors, elle va hériter l'implémentation de I1 depuis la classe A et elle va implémenter elle-même l'interface I2. C'est bon? Regardez un autre exemple. Donc, on peut définir une interface comme étant dérivée d'une autre interface. C'est-à-dire que on peut avoir des classes dérivées depuis une interface, mais pas de classe. D'accord? C'est-à-dire une interface ne peut pas dériver d'une autre classe. Donc, interface, par exemple, qui sera héritée depuis une classe. En utilisant le mot-clé extends, d'accord? Donc, c'est le même principe. Donc, interface, extends, une autre interface. La dérivation d'interface revient simplement à concaténer les déclarations et n'est pas aussi riche que celle des classes. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire l'héritage entre les interfaces consiste à concaténer les déclarations. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si j'ai une interface regroupée, très bien, toutes les méthodes qui se trouvent dans I1 et I2 et toutes les constantes qui se trouvent dans I1 et I2.
C'est-à-dire, regardez ici. Donc, j'ai interface I1. D'accord? Qui possède maxi comme final. Il est déclaré ici statique. Et j'ai la signature de la méthode F. Regardez, j'ai interface I2 extends I1, c'est-à-dire j'ai l'interface I2 qui hérite de I1. Et dans I2, on a des mini qui est 10 et la méthode G. C'est comme si on a défini l'interface I2 avec la concaténation de I1 avec I2. Donc, nous avons le mini 10, le maxi 100, le F et le G. D'accord? Parce que l'héritage entre les interfaces, l'interface I2 va obligatoirement hériter toutes les méthodes et constants qui se trouvent dans I1. Une interface peut dériver de plusieurs interfaces. Donc, l'héritage multiple est autorisé dans les interfaces. Par exemple, nous avons I1 et nous avons I2. Et donc, l'interface I3 extends I1 et I2. Donc, on a l'héritage multiple dans les interfaces. Nous avons l'interface comparable de Java. Donc, Java possède une interface qui s'appelle comparable. Si vous remarquez, nous avons le C en majuscule. Donc, c'est une interface. Consiste en une seule méthode, c'est-à-dire cette interface possède simplement, ou bien possède seulement une seule méthode, d'accord, et ne possède pas de constantes. Donc, on n'a pas de constantes dans les interfaces. En ce qui concerne la méthode, elle s'appelle compare-tout, d'accord. Elle retourne un entier et elle permet de comparer deux objets entre eux. Alors, si j'utilise par exemple A.compare-tout B, c'est-à-dire je veux comparer l'objet A avec l'objet B. Retourne un entier négatif si l'objet A est plus petit que B. Retourne un 0 si les deux objets sont égaux. Et retourne un entier positif si A est plus grand que B. Nous prenons cet exemple. Par exemple, nous avons le mot bonjour ou bien l'objet bonjour, point, la méthode compare-tout, d'accord? Et entre parenthèses, le deuxième objet à comparer qui est bonsoir. Alors, compare-tout renvoie quoi? Compare-tout renvoie quoi? Normalement 0. Pourquoi? Est-ce que bonjour et bonsoir sont égaux? Non. Non. Ah, donc, Oui. D'accord, oui, d'accord. Donc, elle renvoie quoi? Négatif. Pourquoi? Parce que bonjour est G inférieur. صغير على الأس. Très bien, très bien. Parce que qui compare et comment? Elle compare le B avec le B égaux, le O avec le O égaux, le N avec le N égaux, mais le G est plus petit que S depuis le code ASCII. Donc, il s'arrête ici et il renvoie une valeur négative. Pourquoi? Parce que bonjour est plus petit que bonsoir. D'accord? Donc, si on a une classe qui implémente l'interface comparable, si ces objets peuvent être ordonnés selon un endroit particulier, c'est-à-dire si je veux utiliser la méthode compare-tout de l'interface comparable, c'est-à-dire que mes objets sont ordonnés et comparables. Par exemple, les éléments de la classe string, comme nous avons déjà vu, par exemple, bonjour et bonsoir. Donc, ce sont des éléments de string qui sont comparables. Donc, et ils sont ordonnés. Donc, je peux les comparer en utilisant l'interface comparable. Par exemple, la classe string implémente comparable, d'accord? Parce que regardez, dans les interfaces, on utilise le mot implémente. C'est-à-dire une classe implémente une interface. Par exemple, la classe string implémente comparable. Quand une classe implémente comparable, c'est-à-dire comparable quoi?
une interface. Une interface, d'accord. Donc, la classe string implémente comparable. Donc, comparable, c'est une interface. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le mot-clé implémente. Donc, par exemple, la classe string implémente comparable parce que les chaînes de caractères peuvent être ordonnées selon l'ordre alphabétique. Un autre exemple, par exemple, les classes numériques comme integer et double peuvent également implémenter comparable parce que les nombres peuvent être ordonnés selon l'ordre numérique. Donc, je peux comparer les entiers entre eux, je peux comparer les doubles entre eux. Donc, je peux utiliser ou bien je peux implémenter comparable. Donc, comme exercice, créer une classe qui s'appelle compte en banque. Donc, créer une classe compte en banque munie d'un seul attribut solde. Donc, dans cette classe-là, j'ai seulement un attribut qui s'appelle solde. Et définissez l'égalité de deux objets de type compare en banque. Donc, j'ai une classe qui s'appelle compare en banque, qui possède un seul attribut qui s'appelle solde. D'accord? Et je veux définir l'égalité entre deux objets de type compare en banque, de telle manière qu'elles soient vérifiées, c'est-à-dire ils sont égaux dès lors que les deux soldes sont égaux. Donc, les deux objets sont égaux si leurs soldes sont égaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, nous avons classe qui s'appelle compte en banque, implements comparable. C'est-à-dire, je vais implémenter l'interface comparable afin de faire de quoi? Pourquoi je vais implémenter l'interface comparable? Pour comparer les deux objets. Et pour utiliser la méthode compare-tout, donc pour redéfinir la méthode compare-tout dans la classe compte en banque. Oui ou non? OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? Classe compte en banque implement comparable. J'ai l'attribut solde qui est float et qui est privé. J'ai les deux méthodes getSold et setSold. D'accord? Maintenant, je vais redéfinir quoi? La méthode compare-tout. Donc, compare-tout, c'est une méthode abstraite qui se trouve dans l'interface comparable. Alors, je vais redéfinir cette méthode selon mon besoin dans la classe compte en banque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Public, int, compare-tout et count. Un objet de quel type? Object. Object, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce count? Pour l'objet, cet objet de type object? Je dois le caster. Ah oui, madame. D'accord? Très bien. Donc, regardez ici comment je caste count. Donc, je dois forcer count pour être un objet de type count en banque, sachant que object, c'est une classe mère d'une manière indirecte, si vous voulez, de la classe count en banque. Alors, solde 2 est égal à quoi? Est égal à count.getSold. Donc, je vais récupérer la valeur de solde en utilisant la méthode getSold, d'accord? Et je vais caster la variable count pour être un objet, ou bien l'objet count pour être un objet de type count en banque, d'accord? Et je vais affecter la valeur de solde vers l'attribut solde 2 qui possède le même type que l'attribut solde de la classe compte en banque. Ensuite, on fait quoi? Comparaison. On compare le solde courant avec le solde 2. D'accord? Alors, if this.solde, c'est-à-dire le solde courant, est supérieur à solde 2,
Donc, je retourne à 1. Else, if le solde courant est inférieur à solde 2, je retourne une valeur négative. Sinon, s'ils sont égaux, je retourne à 0. Et voilà, donc j'ai redéfini la méthode compare tout de l'interface comparable. Madame, Oui, madame, quand ما درناش implément comparable, واش يصير؟ c'est-à-dire cette classe compare يصير en كاش vente. ايرور ولا كاين في لا ديكلاراسيون تاع كومبارتو؟ كيفاش يصراكش ايرور؟ كنا نحي implement comparable. ايه معناتها الكلاس نتاعك ماهيش تمبليمونتي لا ميثود compare tout de comparable. D'accord? Allô? Oui, madame, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. معناتها la classe compare compte en banque n'implémente pas l'interface comparable. C'est bon? Mais il n'y aura pas d'erreur de compilation. Non, mais là, parce que je بديك شغل الميثود تاع لا كلاس تاع كونت اون بونك. محسوب حبيت تنحي implémente comparable et tu gardes le même code هكذا. Oui, madame. Oui, محسوب نتايا دوكا votre classe n'implémente pas une interface et compare tout هذه محسوبة على محسوبة une méthode de la classe هذه compte en banque, c'est-à-dire tu as défini une méthode qui s'appelle compare tout. Mais هذه ماشي معناتها redéfinition de la méthode abstraite compare tout qui se trouve dans l'interface comparable. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire tu as créé dans une l'interface classe normale. Oui, معناتها tu as créé une classe qui possède un attribut qui s'appelle solde et une méthode qui s'appelle compare tout. ماشي redéfinition de compare tout de l'interface comparable. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, voici cet exemple. Donc, vous avez interface qui s'appelle affichable. D'accord? Donc, interface qui s'appelle affichable et vous avez une méthode abstraite qui s'appelle afficher. Donc, on n'a pas le comportement de la méthode affichée et on n'a pas le mot-clé abstract. Donc, comme une interface, forcément, c'est une méthode abstraite. Nous avons une classe. On n'a pas de constante. Oui, c'est facultatif. D'accord? Oui, mais يعني يقدر يكونوا فيها des constants, mais ماشي des variables. D'accord? C'est juste un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons classe entier. D'accord? Donc, une classe qui s'appelle entier implémente affichable, c'est-à-dire ma classe entier implémente l'interface affichable. Dans ma classe, j'ai un attribut qui s'appelle val. Il est de type entier. J'ai mon constructeur qui va initialiser l'attribut val par l'argument n. D'accord? Et je dois forcément redéfinir la méthode affichée qui se trouve dans l'interface affichable. Donc, public void affiché, system.out.println, je suis un entier de valeur et je vais afficher la valeur de val. Et notre classe qui va implémenter la même interface, la classe flottant implémente affichable. Donc, nous avons une variable val de type float. Nous avons notre constructeur qui va initialiser notre variable val par l'argument n. Et on va redéfinir la méthode affichée selon le besoin de la classe flottant. Donc, je suis un flottant de valeur et j'affiche la valeur val. Madame. Oui. Ça sert à quoi les interfaces? Les interfaces, ça sert à quoi? Ça sert à unifier des méthodes, d'accord, qui seront utilisées dans une famille de classes.
D'accord? Par exemple, regardez par exemple. Par exemple, tu veux créer une famille de formes géographiques. Par exemple, cercle, carré et triangle. Maintenant, cercle et carré et triangle, par exemple, tu veux afficher, par exemple, la surface la surface de ces formes géographiques, par exemple, et tu veux afficher les propriétés de chaque forme. Donc, les trois classes vont utiliser les mêmes méthodes. Donc, Java vous facilite la vie. D'accord? Donc, l'interface va regrouper toutes les méthodes qui seront utilisées dans les trois formes géographiques. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Alors maintenant, dans la méthode main, ou bien dans la classe main de test, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons public class test interface, nous avons la méthode main, et cette instruction, c'est-à-dire quoi? Donc, affichable. Affichable ici, il y a une erreur. Donc, affichable, pas de E. Donc, affichable, c'est-à-dire quoi? Table de classe implémentée par affichable. Donc, implémenté sur affichable. Très bien. Donc, c'est une instance, d'accord? C'est une instance d'un objet, d'accord? Qui, d'un objet d'une classe qui implémente l'interface affichable. C'est-à-dire que le tableau tab, d'accord? Il contient quoi? Des objets de classe qui implémentent l'interface affichable. Très bien. Donc, le tableau tab contient des objets qui implémentent, ou bien des objets des classes qui implémentent l'interface affichable. Alors, pour table de 0, c'est-à-dire la première case, elle contient quoi? Qui possède la valeur 25. Donc, selon la classe entière, nous avons un constructeur et une valeur entière où on va attribuer cette valeur dans val. Donc, qu'est-ce qu'on a? New entier 25. C'est-à-dire, dans table de 0, j'ai un objet de type entier avec valeur 25. Dans table de 1, j'ai un objet de type float avec une valeur 1,25. Maintenant, lorsque je vais appeler la méthode affichée avec ces deux objets-là, table de 0.affiché, table de 1.affiché, quelle méthode affichée sera utilisée? La méthode redéfinie. La méthode redéfinie dans chaque classe. Donc, pour table de 0, je vais afficher, ou bien je vais utiliser cette méthode affichée. Et pour la deuxième, et pour table de 1, je vais utiliser cette méthode affichée de la classe float. Alors, résultat, je suis un entier de valeur 25 et je suis un entier de valeur 1,25. Alors, représentation d'une classe en UML. Donc, il faut savoir que on peut modéliser, si vous voulez, un programme orienté objet en utilisant des méthodes ou bien des langages orientés objet qui servent à visualiser, si vous voulez, un programme orienté objet. Donc, UML, c'est quoi UML? UML, c'est l'acronyme anglais pour Unified Modeling Language. C'est-à-dire qu'un langage de modélisation unifié, c'est-à-dire UML, c'est un langage qui permet de modéliser des programmes orientés objets. Unifié, pourquoi unifié? Parce qu'il est standard. Donc, il est unifié. Donc, la notion UML, ou bien la notation UML est un langage visuel, ok?
constitué d'un ensemble de schémas. Donc, dans le langage UML, nous avons plusieurs schémas, ou bien si vous voulez, nous avons plusieurs modèles appelés des diagrammes. Donc, nous avons en UML plusieurs diagrammes qui donnent chacun une vision différente de projet à traiter. C'est-à-dire que chaque diagramme donne une vision de votre projet. Par exemple, nous avons le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence permet de représenter l'échange entre les différents objets, si vous voulez, ou bien les différentes classes dans un programme Java. Par exemple, nous avons un diagramme de package qui représente les packages ou bien les différents packages qui se trouvent dans un programme Java. Nous avons le diagramme de classe, d'accord? Le diagramme de classe de UML permet de représenter les entités ou bien les classes de votre programme Java, ainsi que les relations entre ces classes-là. Donc, UML nous fournit des diagrammes pour représenter le logiciel à développer, son fonctionnement, sa mise en route, les actions susceptibles d'être effectuées par le logiciel. C'est-à-dire que chaque diagramme en UML possède un certain rôle. Ça dépend de la fonction, ça dépend de la mise en route, ça dépend de la mise en panne, ça dépend l'enchaînement de l'exécution du programme, ainsi de suite. Alors, dans notre module de la programmation orientée objet, on s'intéresse seulement et seulement au diagramme de classe. Donc, le diagramme de classe, c'est un diagramme qui représente les classes ou bien les entités de votre programme, ainsi que les relations entre vos classes. Maintenant, on trouve quoi dans une classe? Ou bien, comment on représente une classe? Donc, on représente une classe par un rectangle composé de 3 parties. Hein, de 3 parties, mais chez 4 parties. Qui se compose par 3 parties. D'accord? Donc, regardez, voici la classe. Par exemple, ici, j'ai la classe pile qui se compose par 3 parties. Dans la première partie, on trouve le nom de la classe. Par exemple, le nom de notre classe est pile. D'accord? Commence par une majuscule. D'accord? Donc, ici, on trouve le nom de la classe. Dans la deuxième partie, on trouve la liste des attributs. D'accord? Donc, ici, on trouve la liste des attributs. Ou bien les constantes, s'il y aura lieu. C'est-à-dire les champs, les données ou bien les champs de votre classe, y compris les attributs et y compris les constantes. Dans la dernière partie et la deuxième partie, nous avons les méthodes. Donc, on trouve ici la signature des méthodes, c'est-à-dire le type de retour, le nom et la liste des arguments. Maintenant, quand vous remarquez devant chaque attribut ou bien chaque champ et chaque méthode, nous avons plus ou bien moins. Et on peut avoir le sharp, le dièse. D'accord? Donc, si on a le moins devant un attribut ou bien devant une méthode, c'est-à-dire que l'attribut ou bien la méthode est privé. C'est private. Moins, c'est-à-dire private. Plus, c'est-à-dire public. Le dièse, c'est-à-dire protected. Et si on met rien, c'est-à-dire par défaut. Est-ce que c'est bon? Alors, je répète en ce qui concerne la différence entre private, public, protected et par défaut. Un attribut ou bien une méthode est privée, c'est-à-dire elle est visible uniquement dans la même classe. Par exemple, vous avez une classe étudiant. Comme la classe étudiant possède nom et prénom. Vos attributs nom et prénom sont déclarés private. C'est-à-dire que pour manipuler ou bien pour modifier ou bien pour la lecture de nom et prénom, d'accord,
on peut modifier ou bien lire ces deux variables seulement dans le code source de la classe étudiant. Elle est privée ou bien ils sont privés par rapport à la classe étudiant. Donc, sont visibles et modifiables seulement dans la classe étudiant. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que si je veux utiliser nom et prénom de la classe étudiant à partir d'une classe dérivée ou à partir d'une autre classe qui se trouve dans le même package ou à partir d'une autre classe carrément qui se trouve dans le programme, je dois utiliser les getters et les setters de nom et prénom. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne private? Oui. Allô? D'accord. Et pour private, genre نلقاو غير attribut ou la méthode private. On n'a pas une classe private. C'est bon? Pour public, attribut ou bien méthode ou bien une classe qui est public, elle est visible par tout le monde. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai un attribut qui est public, c'est-à-dire n'importe quelle classe qui se trouve dans le même package ou bien hors le package, d'accord, peut lire et peut modifier notre attribut. Il est public, d'accord, c'est-à-dire il est visible par tout le monde. Maintenant, pour protected qui est private sont utilisés seulement dans les cas de attributs et méthodes. Donc, on ne peut pas avoir une classe protected. Ça veut dire quoi protected? Ça veut dire que les attributs ou bien les méthodes qui sont déclarées protégées, d'accord, sont modifiables seulement par la classe même, bien sûr, et par les classes dérivées, d'accord, et par les classes qui se trouvent dans le même package. Donc, sont protégées. Par défaut, ça veut dire quoi? Par défaut, ça veut dire n'est pas mentionné. Donc, on a un blanc. Mais ni le mot-clé private, ni le mot-clé public, ni le mot-clé protected. Par défaut, il y a un attribut par défaut, méthode par défaut et une classe par défaut. Par défaut, l'attribut ou bien la méthode ou bien la classe sont visibles seulement dans le même package. C'est-à-dire, une classe qui se trouve dans le même package peut accéder à un attribut par défaut, peut accéder à une méthode par défaut, mais une classe hors le package, elle ne peut pas accéder à nos données qui sont déclarées par défaut. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne les 4 types de visibilité? Donc, private et protected sont réservés seulement aux attributs et méthodes. Public et par défaut sont réservés y compris aux attributs, méthodes ainsi que les classes. Madame. Oui. Madame, qu'on ait une classe dérivée à autre classe. Madame, les attributs à la classe mère, ils بانوا في اليامل. Oui, بانوا في اليامل يبانوا لي في هذا le langage. UML? Oui. Non, UML c'est un langage de modélisation. Je mets un langage de modélisation. Par exemple, عندك énoncé تاع exercice. يقول لك عندك كما قلت une classe mère, une classe mère par exemple personne et des classes filles par exemple étudiants et enseignants. انت واش دير في UML la modélisation تحكم la classe personne ودير فيها كامل la liste des attributs commun entre étudiants et enseignants. Par exemple, le nom, le prénom, date de naissance, numéro de téléphone. En bas, c'est selon le type de visibilité de chaque attribut. إذا كنت راح دير nom et prénom private, donc قدامها دير moi. إذا كنت حدير téléphone par exemple protected, donc قدامه دير dièse. إذا كنت حاب دير par exemple l'adresse public, donc قدامها دير plus. C'est un langage de modélisation. معناتها أنا كي نشوف le modèle ديالك ولا كي نشوف لا كلاس ديالك نفهم البروغرام ديالك واش شاف فيه.
Est-ce que c'est clair? داكور شاك كلاس وحده ما نبينلكش باللي هذا اكستند هذا ولا امبليمون. لا سي عندنا غولاسيون تاع اكستند. انا برك مانيش دايرتها هنا. سي اون فلاش معناتها سي اون فلاش اورينتي فيغ لا كلاس مير. معناتها ريغاردي عندك باغ اكزومبل اون كلاس مير بيرسون وعندك اون كلاس étudiant fille qui hérite de mère. La relation bien étudiant et personne, c'est une flèche orientée vers la classe personne. حاب يقول باللي étudiant hérite personne. في لو نون ديروها مدام في لا فلاش عندك في لو نون. لا فلاش ديرها بين كلاس وكلاس. اون فلاش ما عندي هنا ما نقدرش ميم با خلاص سي بون. يسمى le diagramme de classe c'est quoi? Le diagramme de classe قلنا c'est un ensemble de classes qui sont connectées entre eux par des relations. هكذا. Donc comment représenter la relation d'héritage entre deux classes? عندك une classe fille وعندك une classe mère. Pour représenter que cette classe hérite de la classe mère, dire une flèche orientée vers la classe mère. Est-ce que c'est bon? معناتها كي دير une classe ودير تحتها une classe ودير une flèche qui sera orientée vers la classe mère, نفهم باللي هذا c'est un héritage. حبيت تقول باللي la classe fille hérite de la classe mère. ما عندوش ديفينيو لي زاتريبيو لي ميثود. Ça dépend. C'est le même principe. Le même principe كيما Java. Par exemple, عندك la classe personne حدير فيها nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. علاش؟ Parce que les étudiants عندهم nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou les enseignants عندهم nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Donc هذوما les 4 attributs ديرهم في la classe mère. ومن بعد في les classes filles في l'étudiant, par exemple, les attributs, تزيد له spécialité, تزيد له diplôme. Ou في enseignant, par exemple, تزيد له, par exemple, module, voilà, module d'enseignement. C'est-à-dire que les attributs communs entre enseignants et étudiants تخليهم في personne. Les attributs propres aux étudiants diront la classe étudiant-fille. Les attributs propres aux enseignants diront la classe enseignant-fille. La même chose et le même principe pour les méthodes. Il y a des méthodes communes entre enseignants et étudiants diront la classe mère. Il y a des méthodes spécifiques par enseignants diront la classe enseignant. Il y a des méthodes spécifiques par les étudiants diront la classe étudiant. On va تربط la classe étudiant à la classe enseignant par une flèche orientée vers تربط la classe étudiant avec la classe personne avec une flèche orientée vers personne et tu relis la classe enseignant avec la classe personne par une flèche qui sera orientée vers la classe personne. Donc هذه معناتها عندك héritage. Oui. D'accord, madame. وفي لي ميثود زعما كيما تكون نديرو ديفينيسيون في لا كلاس في. وي عاود نديروها في لاكلاس فيه ولا نديرو تعاود تكتبها. وي تعاود تكتبها. وي ميم لي اتريبيو كيما نبدل لهم تيب داكسي. وي اذا كان عندك ان اوتر تيب داكسي وي tu les mentionnes dans les classes filles. C'est-à-dire les informations qui sont inchangeables ما تعاودهمش في la classe fille, mais les informations qui sont changeables تعاود تكتبهم في la classe fille. En gardant la même syntaxe. La première partie avec le nom de la classe, la deuxième partie, la liste des attributs est constant avec le type de visibilité, le type de l'attribut et son nom. Et la dernière partie, vous avez le type de visibilité ainsi que la signature des méthodes. C'est bon? Oui, madame. Oui. Madame, dans les classes abstraites. Oui. Dans les classes abstraites. Madame, on peut hériter ou bien implémenter. Non, hériter. Parce que classe, qui tu peux implémenter, c'est les interfaces. Implémenter, c'est les interfaces.
classe abstraite, les classes, donc on parle hérité, mais on parle implémenté. Attends, mais obligé de redéfinir toutes les méthodes de classe abstraite. لا la classe abstraite héritée ماشي obligé تعاود définir كامل les méthodes بصح في les interfaces obligé تعاود définir كامل les méthodes. D'accord, madame, merci. De rien, ok. Donc, c'est un exercice, c'était prévu de la partie polymorphisme, d'accord? Donc, c'est le même principe que l'exercice de l'échelle en TP. Par exemple, vous avez une classe qui s'appelle personne et vous avez une méthode parlée qui permet d'afficher un message, cette personne parle. Ensuite, vous avez deux classes qui s'appellent, la première classe, c'est adulte et la deuxième classe, c'est enfant. Donc, public class adulte extends personne et public class enfant extends personne. Donc, adulte hérite de personne et enfant hérite de personne. Donc, ici, je vais redéfinir la méthode parlée. D'accord? Par exemple, dans adulte, je vais afficher 7 adultes parlent et dans enfant, je vais afficher 7 enfants parlent. Si vous remarquez ici, vous avez ce signe override. Override, il fait Eclipse automatiquement, c'est-à-dire vous allez redéfinir la méthode parler qui se trouve dans la classe mère personne. Donc, vous avez, normalement en jaune, non, mais c'est en jaune, qui m'a la couleur, c'est override. Il dit comme arrobas, override. Override en anglais, c'est-à-dire redéfinition. Madame, هذاك شغل كومونتير ولا كيف؟ لا ماشي كومونتير. يجي كيما راهو مكتوب هذه سي كابتور ديكرون دوبي اكليبس. بس لو كان زعما ما نديروش ديك اوفرريد نورمال اسمح لي ديروا الديفينيسيون. هي نورمالمون تجي باغ ديفو. تجي باغ ديفو بصح في لي زانترفاس ما عندها شغل باش يفكرك si par exemple vous avez une classe qui implémente une interface. Alors Eclipse واش يدير دي فوا يديرهم لك باغ ديفو باش يفكرك باللي il faut redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans interface. Normalement هذا décorateur. Pardon? Décorateur. Oui, si vous voulez des décorateurs, il joue le rôle d'un commentaire. Elle est en redéfinition. Ça n'a pas la syntaxe de commentaire. Chez étoile, anti-slash étoile. Oui, parce que si on ne le fait pas, on aura une erreur. Enfin, c'est pas une erreur de compilation, mais lors de l'exécution, on aura une adresse. On va pas nous afficher le résultat. وي صح كاين من هذه نورمال. كيفاش كي ما ديروش اوفرريد يافيشي لك بايلي تاع كلاس ماك وي حب يقول باللي هذه ce n'est pas une méthode redéfinie, tu vois. overread c'est-à-dire que حتقولي له باللي parler c'est une méthode redéfinie, d'accord. C'est-à-dire je vais redéfinir parler de personne. Est-ce que c'est bon? En ce qui concerne override, c'est une note, si vous voulez, c'est une note. Maintenant, donc c'est le même principe comme l'exode de TP, d'accord? Donc on a une méthode main. J'ai déclaré une arraylist de type personne, d'accord? Donc P, c'est un tableau de type personne, de type arraylist, et j'ai ajouté des objets dans la table P en utilisant la méthode add. Donc, la première case new adulte, la deuxième case la première case new adulte, la deuxième new adulte, la troisième new enfant et la dernière new adulte. Donc, j'ai ajouté 4 objets dans le tableau P avec 2 adultes, enfants et un adulte. Ensuite, en utilisant la boucle for, je vais afficher le contenu de la méthode parler. Et voici l'exécution. Donc, nous avons cet adulte parle, ensuite enfant parle et cet adulte parle. Alors, j'ai terminé en ce qui concerne le deuxième chapitre, héritage, polymorphisme, classe abstraite et interface. Donc, le prochain cours, ça sera les exceptions, d'accord?
Alors, regardez. Peut-être que je vais programmer un TP ce mardi, Inch'Allah. D'accord? Présentiel, madame. En présentiel, oui. Je vais vous confirmer par email. Parce que ma problème les séances bzaf, je préfère dire comme le TP تاع les classes abstraites avant les vacances. هكذا في les vacances يكون عندكم واش تريفيزيو. C'est bon? D'accord. Aussi, le dernier cours, le dernier cours jeudi. Il y a que mort les vacances, on a 2 semaines d'enseignement. Oui ou non? Oui, madame. Oui, le dernier cours, c'est-à-dire le dernier jeudi de la 2e semaine, je veux l'avancer juste après les vacances. Là, je vous libère la dernière semaine. Parce que c'est pas possible de faire un cours jeudi, mais dimanche, comme les examens. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous voulez le faire la semaine prochaine? Non, je veux le faire juste après les vacances. La première semaine après les vacances, ça sera en présentiel. En présentiel, oui. Le cours hadak, on peut le programmer samedi. Oui, possible. Oui, regardez, chauffe. Normalement, je vais vous programmer un TP en présentiel ce mardi. C'est pas officiel, mais je vais vous confirmer. D'accord. Pour traiter l'exercice de l'abstraction. Ensuite, nous avons un cours jeudi. Un cours jeudi pour traiter le cours de les exceptions. Ensuite, on a les vacances. D'accord? Oui. Oui.